En la matière d'anecdotes, il faut dire qu'avec la profession, on est un petit peu servi quand même. Récemment, on a eu le cas, alors c'était sur un de nos clients institutionnels et il s'agit d'un commerce de bouche qui n'a jamais su se relever de la crise Covid. On parle de 80 000 € de dette. Pour diverses raisons que je ne détaillerai pas, mais la clause résolutoire ne pouvait pas être enclenchée dans le dossier. Donc le client risquait de tout perdre. À force de travail, à force de négociations, d'échanges avec les avocats, on est parvenu à un protocole amiable pour lequel on a réussi à récupérer plus d'un tiers des sommes de la créance initiale. Il y a eu un sondage qui a été fait par rapport à ça, c'est que 10% des propriétaires, environ 10% des propriétaires, ne veulent pas remettre un bien sur le marché locatif à cause d'une mauvaise expérience qu'ils ont eue avec un locataire et principalement par crainte d'un impayé. Donc sur un marché qui est hyper tendu, on n'arrive pas à se loger, sortir 10% des biens du marché, c'est une perte pour le propriétaire qui a un investissement qui ne va pas être rentable. Et puis c'est un gros problème pour les personnes qui cherchent à se loger. Et voilà. Tu es locataire, tu es mécontent, tu ne peux pas cesser le paiement du loyer. Il faut absolument faire une procédure de mise sous séquestre des loyers. Il faut une décision de séquestre. Et là, effectivement, on va rentrer dans un autre dialogue avec l'huissier, avec le chargé de recouvrement pour parvenir à une solution amiable. Si on n'a pas réussi à convaincre la personne qu'on va aller plus loin s'il n'y a pas une réaction, là, c'est un huissier qui vient frapper à votre porte et on part sur quelque chose d'un petit peu plus coercitif. Salut Sarah, salut Harry. Merci d'être avec moi aujourd'hui. L'idée de ce podcast, c'est de regarder comment est-ce qu'on peut protéger nos investissements des loyers impayés. Je crois que tous les deux, c'est votre spécialité. Est-ce qu'avant de rentrer dans le détail, est-ce que vous pouvez vous présenter tous les deux? Peut-être d'abord Sarah et ensuite Harry. Oui, Sarah, je suis juriste. Après un parcours classique en droit spécialisé en immobilier, j'ai intégré le groupe. J'ai fait d'abord une expérience en tant que gestionnaire locatif, puis gestionnaire syndic également. Et puis je suis retournée à mes premiers amours en rentrant au contentieux, enfin à la Française de recouvrement, en travaillant pour le contentieux immobilier. Ok, merci. Donc moi, Harry, j'ai aussi une formation de jury, j'ai une maîtrise de droit notarial, donc avec une prédominance sur des matières patrimoniales et immobilières. Et puis un petit peu en quête d'action, j'ai voulu chercher un métier où le juridique est sur le terrain et je me suis intéressé à la profession d'huissier de justice, puisque l'huissier est par excellence un juriste de terrain puisqu'il peut franchir votre porte. Donc il est vraiment au contact et donc je me suis spécialisé sur ce qu'on appelle les procédures civiles et les voies d'exécution, c'est-à-dire le moyen de contraindre dans un cadre juridique pour mettre à exécution une décision de justice ou faire reconnaître et faire exécuter des droits qu'aurait une personne morale ou une personne physique, en l'occurrence par rapport à notre sujet du jour, un propriétaire. Parfait, on reviendra un peu après dessus sur justement ce rôle-là, mais souvent l'huissier a mauvaise presse, alors qu'au contraire, c'est plutôt celui qui est censé conserver ce contact humain avec le locataire, là, dans notre exemple ou... Oui, bien sûr. Enfin, l'idée, c'est toujours de garder un dialogue. Alors, c'est vrai que l'huissier, forcément, il y a des moyens de contrainte, donc ça peut créer du mécontentement, mais l'idée première, c'est de ne pas en arriver là et de tout faire pour éviter ça. Parfois, c'est indispensable, mais l'idée, c'est de garder un lien direct et l'huissier n'est pas si méchant que ça. J'entends ce que tu dis, Harry. Parfait. Est-ce que vous pouvez nous présenter justement la Française de recouvrement et ses principales missions aujourd'hui ? Oui, donc après ce parcours, j'ai intégré la Française de recouvrement, donc, qui est une société qui fait du recouvrement, principalement amiable, mais également judiciaire, et qui intervient donc, sur des domaines en particulier avec une forte spécialisation sur des créances liées à l'immobilier. Et donc là, on va aider les clients, les accompagner dans les procédures et tout faire pour obtenir le paiement de leur dû. Ok. Et moi, du coup, dans ce parcours, j'interviens plus en recouvrement de nos clients institutionnels, mais pour la majeure partie de mes missions, elles visent davantage le contentieux en immobilier et en administration de biens. Donc, ça couvre autant les conciliations, les médiations, peut-être éventuellement des protocoles d'accord, des troubles anormaux du voisinage ou des sinistres d'ampleur. Ok, merci. Aujourd'hui, si on voulait vous faire intervenir, c'est parce que vous avez un rôle qui est primordial. Nous, par rapport à nos investisseurs, c'est que vous les protégez justement de ce problème de loyer impayé. Quelle est l'ampleur aujourd'hui
des loyers à impayés en France? Est-ce que ça a tendance à augmenter? C'est quoi les grandes tendances pour vous? Oui, la tendance, c'est l'augmentation. Alors, il faut savoir qu'il n'y a pas de données vraiment à Chiffrées, prendre, c'est voilà, dur de chiffrées, trouver des- puisqu'il faut recenser les bailleurs. Et donc, ça pourrait être le cas pour des administrateurs de biens qui pourraient concentrer des données. Mais il y a énormément de propriétaires particuliers qui gèrent en direct et qui sont un petit peu passés sous silence. Et donc, voilà, donc il y a eu un parlementaire qui a travaillé sur le sujet, qui a estimé à fin 2023 que le parc locatif, il y avait à peu près un peu plus de 3% d'impayés sur le parc locatif. Aujourd'hui, on serait plutôt sur 3,5%. Mais on parle d'impayés au-delà d'un mois de loyer. Donc, on met sous silence aussi des petites créances. Quelqu'un qui peut payer un tiers de son loyer, 2 tiers, où il y a une taxe d'ordure ménagère à recouvrer, des choses comme ça. Et donc ça, du coup, ce serait beaucoup plus massif. Et puis moi, voilà, alors je ne sais pas si parce que ça fait 10 ans que je fais du contentieux, mais j'ai le sentiment quand même que le problème est peut-être un peu sous-estimé et qu'il est un petit peu plus important que ça. Et d'ailleurs... Donc pour toi, Harry, ce serait plus de 3% justement du... Oui, je pense que c'est un peu minoré, surtout si on prend les petites créances qui sont inférieures à un mois de loyer. Je pense que les chiffres peuvent monter. Et puis, pour preuve, il y a eu un sondage qui a été fait par rapport à ça, c'est que 10% des propriétaires, environ 10% des propriétaires, ne veulent pas remettre un bien sur le marché locatif à cause d'une mauvaise expérience qu'ils ont eue avec un locataire et principalement par crainte d'un impayé. Donc s'il y a 10% des propriétaires qui ont cette crainte, c'est peut-être qu'il y a des pourcentages un petit peu plus élevés. Et donc sur un marché qui est hyper tendu, où on n'arrive pas à se loger, sortir 10% des biens du marché, c'est une perte pour le propriétaire qui a un investissement qui ne va pas être rentable. Et puis c'est un gros problème pour les personnes qui cherchent à se loger. Et voilà, donc c'est un sujet qui est très important et dont le législateur devrait s'emparer. Ok. À la française, on essaye de se fixer un objectif, c'est-à-dire quand on vise entre 1 et 1,4% d'impayés sur un parc locatif d'un administrateur de biens, lequel nous confie du coup ce recouvrement. C'est ce qu'on s'est fixé. Là-dedans, il faut bien comprendre que c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui dans son parcours locatif, même si ça reste factuellement plus rare, effectivement, difficile de se prémunir contre tous les aléas de la vie locative. Ça peut être un accident, une maladie, une perte d'emploi momentanée. Donc l'idée, c'est de canaliser le plus possible l'impayé, justement pour qu'il ne se caractérise pas et qu'il reste une petite période. On reste dans l'amiable, justement pour éviter de basculer de l'autre côté. Okay. On verra après justement l'avantage peut-être concurrentiel que vous avez par rapport à d'autres structures, mais nous, c'est aussi pour ça qu'on fait appel à vous. Harry, tu disais tout à l'heure 3% largement sous-estimé. Sarah, tu me parles toi de 1,5% des loyers recouvrés. Dans nos objectifs. Et donc dans vos objectifs, nous, c'est ça aussi qu'on cherche parce que ça vient justement protéger nos investisseurs et garantir un petit peu la rentabilité de l'investissement qu'ils ont fait avec nous. Ok. Pourquoi est-ce que, en tant que locataire, je ne payerais pas mes loyers? Qu'est-ce qui pousse un locataire, selon vous? C'est compliqué comme question, mais qu'est-ce qui pousse un locataire, selon vous, d'après votre expérience, à ne pas payer son loyer? Ça serait difficile de te faire une réponse universelle. Spontanément, on pense aux aléas de la vie, un décès, une maladie, une perte d'emploi. Ça couvre une majeure partie de ces impayés. Et la bonne nouvelle, c'est que ça, effectivement, on peut l'encadrer dans un temps ou accompagner le client locataire sur ces problématiques. D'où l'intérêt de la proximité humaine, de conserver le lien justement avec... Permettre des échéanciers, attention, tout en ayant à l'esprit que peut-être que l'investisseur a toujours un crédit à côté, donc il faut concilier les deux intérêts. Et puis, moi je pense, dans de plus rares cas, mais effectivement c'est davantage les sujets qui m'occupent au quotidien, c'est l'impayé qui peut naître d'un mécontentement locatif. Factuellement, c'est rare, donc tant mieux, mais effectivement, le mécontentement locatif peut générer une mise sous séquestre du loyer en bonne et due forme, et effectivement créer un impayé de loyer. Et on intervient aussi sur deux plans. D'une part, résoudre le contentieux, et d'autre part, essayer de récupérer les sommes qui sont ça, pour que ce soit clair, Sarah, pour nos investisseurs, c'est-à-dire, je suis locataire d'un appartement, mon propriétaire m'a promis de changer ma cuisine depuis 2 ans, je suis mécontent. Si j'ai envie de montrer mon mécontentement et d'aller plus loin, il ne faut pas que je ne paye pas mon loyer, mais je dois séquestrer. Est-ce que ça, on peut rentrer un petit peu plus dans le détail? Absolument. D'une part, il faut déjà voir la nature du mécontentement. Si c'est parce qu'il y a une ampoule qui grésille en partie commune, est-ce que le mécontentement est caractérisé?
Je pense pas. Par contre, si effectivement c'est une baie vitrée qui est mal fixée, l'air s'infiltre et génère un froid dans le logement, donc il y a trouble à la jouissance du locataire, déjà ça mérite davantage de réflexion. Par la suite, tu es locataire, tu es mécontent, tu ne peux pas cesser le paiement du loyer. Il faut absolument faire une procédure de mise sous séquestre des loyers. C'est-à-dire que je verse mon loyer à une personne tierce que mon propriétaire. Absolument, il faut une décision de séquestre. Et là, effectivement, on va rentrer dans un autre dialogue avec l'huissier, avec le chargé de recouvrement, pour parvenir à une solution amiable. Voilà. Oui, on ne peut pas se faire justice soi-même, il faut vraiment passer par la cage judiciaire. Sinon, le bailleur, lui, il peut procéder à la résiliation du bail. Et puis aussi pour élargir, on a aussi, il faut le savoir et il faut le dire, on a aussi des débiteurs professionnels. On peut nous se rendre compte pour des clients administrateurs de biens, à l'occasion notamment de plans de surendettement qui sont effectués par des locataires qui sont en défaut de paiement. On peut se rendre compte, quand on voit leur plan, qu'il y a beaucoup d'autres propriétaires précédents, des grands noms d'administrateurs de biens qui ont des dettes. Donc parfois on peut avoir 4-5 propriétaires précédents qui ont déjà eu des impayés. Voilà, donc ça existe aussi. Okay. Des cas plus marginaux, mais voilà, c'est des cas plus marginaux. Et il faut essayer de les identifier. Et justement, nous, on peut aussi conseiller et aider en amont à la Française de recouvrement sur des clients administrateurs de biens pour essayer de détecter ces dossiers qui pourraient être un peu maquillés, arrangés. Ça, c'est hyper intéressant. En amont, voilà. Qu'est-ce que vous recommanderiez ou c'est quoi les démarches justement pour essayer de se prémunir de ce risque-là, essayer de limiter justement mon risque d'impayé? Est-ce que vous avez des conseils à donner à nos auditeurs? Je pense qu'on y reviendra par la suite sur la garantie des loyers impayés et Harry pourra expliquer vraiment le sujet et la consistance de la garantie. Pour le reste, on préconise une très bonne étude du dossier locataire. Les administrateurs de biens sont des professionnels, ils savent le faire, il faut leur faire confiance en la matière. Il y a une liste des pièces qu'un propriétaire est en droit d'exiger pour étudier la solvabilité. Donc elles sont énumérées, c'est un décret du 5 novembre 2015 qui les fixe et en dehors de ces éléments-là, par contre, impossible de demander des pièces. Voilà. Ça donne quand même une très bonne image de la solvabilité du candidat puisque tu as ses fiches de paye, ses avis d'imposition, donc ça te permet de vérifier si tu as des saisies, des arrêts sur la fiche de paye, ça te permet également de confronter la cohérence fiche de paye, avis d'imposition, l'avis d'imposition qui peut être vérifié aussi sur Internet. Donc, ça te donne un faisceau d'éléments. Par contre, effectivement, ça ne peut pas couvrir tous les aléas de la vie. On parlait des accidents de la vie tout à l'heure. Exactement. C'est quelque chose qui peut pas être couvert. L'utilité de la garantie loyer impayé que Harry pourra détailler. Et il faut être très consciencieux pendant cette étude parce que les faussaires se font plus nombreux et assez remarquables quand même. Ok. Est-ce que justement, vous avez, je sais pas, vous, dans les dossiers que vous étudiez, des petits red flags où vous dites là, tenez, là, il peut y avoir une alerte, ça peut attirer la suspicion? Est-ce qu'il y a... Majoritairement, je dirais que c'est... Vous ne voulez pas révéler vos petits secrets? Vous ne pas révéler vos petits secrets. Je sens, Harry, que... Il y en a. Il faut rester discret. Exactement, il y a des concordances. Il faut vérifier généralement que le dossier soit cohérent en termes de revenus, de déclaration, de ce genre de choses. Localisation. Exactement, tout en sachant que au-delà de l'impayé, ça ne peut pas garantir aussi effectivement les comportements peut-être inadaptés du locataire qui pourraient arriver. C'est très rare, encore une fois, mais ça peut, le dossier ne peut pas préjuger de la suite. Est-ce qu'on peut se prémunir justement sur risque? Est-ce qu'il y a des assurances qui existent pour protéger les propriétaires contre les loyers impayés? Sarah, je crois que tu as commencé à en parler tout à l'heure. Oui, alors il y a la garantie des loyers impayés qui est la majorité des administrateurs de biens avec lesquels nous travaillons disposent d'une assurance garantie loyer impayé. Harry, peut-être ses avantages? Oui, alors la garantie loyer impayé, donc c'est se prémunir de ce risque spécifique qui est l'impayé de loyer. Donc on souscrit auprès d'un groupement d'assurance en échange d'une cotisation. L'assureur va couvrir les impayés du locataire. Ça, il le couvre dès le premier jour de mon impayé ou est-ce qu'il y a un délai de carence? Normalement, il couvre dès le premier jour. Par contre, il y a un délai de mise en route de l'action. C'est-à-dire que si vous avez 1 euro d'impayé, l'assurance ne va peut-être pas... Alors, les contrats peuvent être divers. Je ne maîtrise pas tous les contrats d'assurance. Mais l'esprit, c'est quand même d'avoir un garde-fou important. Quand on a un impayé qui va être dur, c'est que l'assurance intervienne. Donc, c'est la garantie des loyers impayés, la GLI dans le jargon, qui est très présente et que nous, on préconise vraiment aux clients parce que ça sécurise le revenu. Ça permet
de prendre en charge les frais de procédure, parce qu'il faut savoir qu'une procédure, c'est quand même assez long, c'est coûteux, vous faites intervenir un avocat, un huissier, et donc tout ça, l'assurance va le prendre en charge. Donc c'est quand même un avantage majeur d'utiliser cette solution, et nous on le recommande vraiment parce qu'on ne peut pas savoir, il peut y avoir des périodes de crise, il peut y avoir des dossiers comme le dit Sarah qui sont factuellement bons, et puis peut avoir des accidents de la vie, et le propriétaire qui lui a un crédit, qui va utiliser son revenu locatif pour couvrir une partie de son crédit, qui va faire un effort lui-même sur ses propres ressources pour rajouter, pour aller compléter son crédit, qui va payer sa taxe foncière, qui va payer ses charges de copropriété. C'est ce que je disais, tout l'intérêt pour nous de travailler avec vous, c'est que ça vient aussi sécuriser l'investissement de notre investisseur. Oui, c'est ça, on apporte le conseil et puis on met en exercice aussi tout ce lien, on fait le recouvrement, mais aussi les liens avec l'assurance et les déclarations, parce que c'est très cadré et ça mérite certaines actions. Les professionnels du droit également, les huissiers, les avocats, si le dossier doit aller plus loin jusqu'à la résiliation du bail. Ouais. Okay. On a un réseau de jusqu'à présent, si je résume, le premier conseil déjà, c'est d'être accompagné par un professionnel sur l'audit du dossier vos techniques que vous ne voulez pas révéler, ce que j'entends. Et le deuxième conseil que vous donnez, c'est justement de souscrire cette GLI, cette garantie de loyer impayé. Ça paraît une évidence? Ça paraît assez incontournable, parce que l'avantage, c'est la sécurisation des revenus. Après, il y a quelques inconvénients aussi, mais l'avantage est tellement fort. Et aujourd'hui, pour un propriétaire, nous, on la conseille systématiquement. Okay. Est-ce qu'il y a des limites, justement, à cette garantie de loyer impayé, à cette assurance qui peut être parfois méconnue? C'est pareil, c'est comme tout contrat d'assurance. Vous pouvez avoir des couvertures qui sont plus ou moins larges, comme votre assurance voiture. Vous pouvez être plus ou moins bien couvert. Ça, on peut venir sélectionner justement dans cette garantie de loyer impayé, nous, notre degré de couverture ou les montants de couverture, ça se passe comment? Le contrat va être un peu en bloc, si vous voulez. Donc après, c'est par exemple pour Valority Administration de Biens avec qui on travaille. Ils choisissent, comme ils sont entre guillemets grossistes, qui peuvent avoir accès, ils vont négocier un contrat qui est le plus optimal pour leurs clients et avec des garanties les plus larges possibles. Mais intellectuellement, un assureur ne va jamais vous dire « je couvre tout sans aucune limite ». Il y a toujours des limites. Bien sûr. Après, elles sont telles que généralement, elles permettent en pratique de couvrir largement le sinistre. Voilà. Oui, les limites qu'on voit, alors au-delà d'un plafond, mais avant d'atteindre ce plafond, il faut quand même plusieurs années d'impayés. La limite majeure, ça serait peut-être la décence du logement, on y reviendra peut-être après, c'est la pierre angulaire, la clé de voûte de la structure. Un logement décent, c'est nécessaire pour disposer de sa garantie loyer impayé, du moment qu'on peut... Donc, cas d'un incendie majeur, effectivement, le locataire ne paye pas pour des raisons d'inhabitabilité du logement, effectivement, l'assurance n'aura pas vocation à couvrir cette perte générée par l'incendie. Et c'est là que c'est bien d'être accompagné justement par un professionnel, parce que les contrats d'assurance, il y a toujours, comme on dit, des petites lignes, et il peut y avoir des causes d'exclusion de la garantie. Déjà, il faut que le dossier soit bien constitué en termes de pièces. L'assurance ne va pas couvrir, vous n'avez pas d'emploi, vous n'avez pas de revenus, vous prenez le locataire, il n'y a aucun assureur qui va accepter de couvrir le dossier. Donc il demande certaines pièces. C'est là que généralement qu'on entend parler de par ses revenus, pouvoir couvrir 3 fois le montant du loyer, donc un frein malheureusement pour les locataires. Donc là, il y a beaucoup de petits sujets. Donc bien sûr, il faut que le logement, qu'il n'y ait pas de cause entre guillemets, qui puisse légitimer l'absence de paiement. Et puis après, surtout dans les limites, il y a des modalités de mise en exercice de cette assurance. C'est-à-dire qu'il faut faire une déclaration dans un certain délai. Il faut l'accompagner d'un formalisme, faire par exemple un courrier simple à plus 8 jours après constatation d'impayé, à plus 15 jours un courrier recommandé avec un certain contenu. Si vous ne le faites pas, l'assurance peut dire oui, mais dans votre contrat, je prends en charge si c'est prévu. Donc c'est pour ça que c'est bien que ce soit encadré par des professionnels qui ont l'habitude de ça, qui sont rompus à ça, parce que si vous êtes particulier, que vous prenez l'assurance tout seul auprès de votre banque, que demain vous avez un impayé, que vous oubliez de faire le courrier à telle date, que vous oubliez votre déclaration, que vous le fâtes tardivement ou pas dans les bonnes formes, l'assurance peut vous dégréver, refuser la prise en charge ou alors vous enlever des loyers. Et ça n'arrive pas chez un administrateur de biens. Oui, ça serait dommage que l'impayé ne puisse pas aboutir sur une résiliation de bail par un vice juridique et que le dossier ne puisse pas aller au fond. Ok, donc là justement, c'est à ce moment-là qu'on doit faire appel à vous, mais est-ce que c'est le meilleur moment justement pour rentrer en contact avec la Française du recouvrement ou ce que tu expliquais Sarah tout à l'heure, est-ce que c'est dès le début de ma recherche de locataire? À quel moment on doit faire appel à vous? À quel moment un investisseur doit rentrer en contact avec vous deux?
On peut rentrer en contact avec nous dès le début. Alors, généralement, c'est dès qu'il y a un impayé. Donc, il faut pas attendre parce qu'une société de recouvrement, l'objectif, c'est faire de l'amiable. C'est justement d'éviter un procès, des procédures qui sont longues. Et donc, c'est de trouver une solution, voilà, justement, avant tout cet engrenage juridique qui peut prendre du temps. Exactement. Maintenir un lien, développer un échange avec le débiteur et éviter tout ça. Donc, et puis, une société de recouvrement, si vous voulez, ça ne se rémunère que sur les encaissements. Donc, en fait, vous ne risquez rien à faire appel à une société de recouvrement. En tout cas, pour la partie, j'entends recouvrement amiable. Si elle réussit, tant mieux. Et puis sinon, écoutez, vous avez essayé. Après, vous passez sur des procédures judiciaires. Et aussi, la société de recouvrement peut vous accompagner sur du judiciaire via un réseau de prestataires, avocats, huissiers, qui a été mis en place et qui est efficace. Donc, on peut prendre aussi la relève, mais il faut intervenir le plus tôt possible. Notamment pour éviter, dans certains cas, la prescription de la dette. Aussi pour que... Est-ce qu'on peut développer justement qu'est-ce qu'une prescription de dette? Alors, toute créance a un début, une origine et... Donc une fin. Et donc une fin. Et effectivement, alors c'est encadré dans le temps, ça dépend de la matière, ça dépend de la nature de la facture, mais effectivement, il y a dans le droit un principe de prescription, notamment des dettes. Et alors, il va falloir accompagner le client sur la nature de la facture et la prescription corrélative qui va accompagner cette facture. Et il va falloir, tout au long du dossier, accomplir des actes qui vont permettre d'éviter ou retarder la prescription. D'où l'intérêt de rester en contact avec notre créancier, de conserver ce lien humain et de ne pas le rompre et d'attendre justement... Et des fois, devoir faire des modalités plus juridiques, justement pour ne pas mettre fin à la créance. Et on peut articuler les deux. Alors pour mettre fin justement à la prescription, il faut un acte introductif d'instance, donc en gros une assignation. Mais après, ça n'empêche pas qu'on peut, malgré le début d'une procédure judiciaire, continuer à faire de l'amiable, parce que quand vous assignez quelqu'un, vous pouvez avoir une date d'audience à plus 6 mois, plus 8 mois, il y a des juridictions qui sont très chargées. Et entre-temps, on peut encore se laisser le temps de faire de l'amiable et puis peut-être de ne pas aller jusqu'au bout de cette instance. Mais là, il y a le conseil, justement, il y a l'expertise de la Française de recouvrement qui va vous dire, selon la nature de votre créance, quel est le délai de prescription? Est-ce que ça peut être variable, ça peut être 2 ans, ça peut être 5 ans, ça dépend des différents types de créances, si vous êtes entre un professionnel et un particulier, etc. Et donc, voilà, on va identifier, on va faire de l'amiable tout pendant qu'on le peut, et s'il y a un risque que la créance soit prescrite, là, on va dire il faut assigner, et on va basculer sur la suite avec nos prestataires. Il faut savoir qu'en matière d'impayé, d'assignation et de résiliation judiciaire du bail, ce sont des procédures extrêmement longues, extrêmement coûteuses. C'est dans l'intérêt de tous, locataires comme clients, de parvenir à une médiation, un à accord un amiable. avant, justement. Aujourd'hui, on a des dates d'audience, on est en novembre 2024, on a des dates pour 2026, printemps 2026 pour les plus extrêmes, ça dépend des juridictions. Dans ce laps de temps... Donc il vaut mieux avoir un locataire qui ne paye pas dans certaines régions. C'est vrai, c'est vrai, c'est concrètement oui. On peut le dire. Factuellement, Est-ce que vous avez le droit de dire les régions, il vaut mieux avoir des locataires qui... Alors je ne sais pas si vous voulez l'entendre. Est-ce qu'il y a des juridictions qui sont plus rapides que d'autres? Oui, mais il y a surtout des juridictions qui sont plus lentes que d'autres. Plus lentes? Oui, oui. Peut-être plus encombrées aussi par le contentieux, ce qui peut justifier effectivement la lenteur en tout cas les délais. Mais dans ce laps de temps, sur nos dossiers ouverts en novembre 2024, où on sait qu'on a une date d'audience sous réserve de délai, puis encore, ce n'est pas le délibéré, ce n'est pas le concours de la force publique, ça veut dire des départs sur 2027 plutôt, quand on a une audience printemps 2026. Mais dans la majorité de ces dossiers, peut-être que l'aléa de la vie qui a fait que la perte d'emploi momentanée... À ce moment-là, j'ai peut-être pu déjà retrouver un emploi. Et donc, on aura mis en place un échéancier, donc au final, on va se désister de l'instance, tout en prêtant attention quand même au règlement du locataire, mais voilà, en disant la confiance est regagnée, on va pouvoir rentrer dans quelque chose de plus agréable. Justement, c'est quoi les étapes ou les moyens que vous employez pour percevoir cette créance, mais préserver justement cette relation locative entre propriétaire et locataire? Est-ce qu'il y a des points ou des étapes à respecter absolument? Alors, si vous voulez, il n'y a pas de recette ou de process établi selon la nature des créances, selon leur montant, leurs incidences, selon les créanciers. Un bailleur social va
accompagné différemment et va être moins agressif entre guillemets sur le recouvrement de sa créance qu'un propriétaire particulier qui est vraiment en difficulté. Donc ça, c'est à prendre en compte. Après, les moyens, principalement, c'est beaucoup d'humain. C'est personnaliser la relation, puisque s'il y a trop de messages automatiques, on ne sait pas en fait s'il y a vraiment quelqu'un derrière quand vous appelez la personne que vous échangez. Voilà, ça pèse énormément. Et le but, c'est vraiment de faire comprendre au débiteur qu'il a un intérêt à s'acquitter de sa dette et au créancier qui peut aussi avoir un intérêt à en différer, à pondérer un petit peu son action. Donc ça, c'est des discours qui ne sont pas faciles, parce que quand vous êtes créancier, vous voulez tout de suite, et c'est bien normal, c'est votre dû, normalement, vous n'aurez pas dû avoir ce problème. Mais parfois, on peut avoir un intérêt à garder une relation. Voilà. Alors là, c'est beaucoup d'humain, parce que c'est très... Ça, c'est vous, votre travail qui est... C'est de l'expérience, parce C'est que, voilà, avec l'habitude, on identifie effectivement des cas qui vont être irrémédiables. On va identifier des personnes aussi qui sont de mauvaise foi. Des spécialistes. Voilà, il y a des personnes de mauvaise foi, quand même, il faut le dire, d'une personne, comme dit Sarah, qui a un accident de la vie et puis qui a déjà retrouvé un emploi, mais qui a un petit différé, etc. Et dont la situation pourrait être comprise par son propriétaire. Bien sûr, en ayant à l'esprit les obligations qui sont du propriétaire, parce que lui, sa banque ne va probablement pas lui faire de différé sur ses remboursements. Donc, on a quand même une exigence et une fermeté vis-à-vis du locataire qui est débiteur ou du débiteur en général. Notre métier, c'est de pallier, de pondérer entre la rigueur juridique, parce qu'elle nous est imposée dans un cadre qui est absolument, mais en introduisant de l'humain et du dialogue. Et après, en termes de moyens, donc c'est des moyens de communication classiques. On utilise tous les supports, courrier simple, électronique, recommandé, téléphone énormément, SMS, voilà. Donc ça, c'est très important. Et puis après, en autres moyens, si ça n'aboutit pas, si on n'a pas réussi à convaincre la personne qu'on va aller plus loin, s'il n'y a pas une réaction, si ce n'est pas donnant, et bien après on fait appel à un huissier de justice et à notre réseau. Et là, c'est un huissier qui vient frapper à votre porte. Et on part sur quelque chose d'un petit peu plus coercitif. On parlait justement du droit et des obligations du locataire. C'est quoi les droits et les obligations légales d'un propriétaire face au loyer impayé ? Qu'est-ce que j'ai le droit de faire en tant que propriétaire mécontent parce que j'ai un locataire qui ne paye pas, et qu'est-ce que je n'ai pas le droit de faire ? Donc j'ai compris, je n'ai pas le droit de rentrer dans l'appartement de mon locataire et d'exiger ses loyers, mais est-ce qu'il y a des choses un peu plus subtiles que ça ? Vous devez déléguer ça, parce que le recouvrement et le recouvrement forcé, il n'y a qu'un huissier de justice. Commissaire de justice aujourd'hui qui peut le faire, et donc votre droit, c'est d'être payé. Vous avez un contrat comme dans tout contrat, là c'est un bail. La partie n'a pas respecté ses obligations, donc vous avez le droit de le faire reconnaître. Mais vous devez passer par la case judiciaire. C'est-à-dire que vous savez que vous êtes dans votre droit, mais c'est seul le juge qui peut vous dire « oui, vous êtes dans votre droit, je vous donne raison, je vous rends justice, voilà la décision de justice, confiez-la à un huissier si votre débiteur ne l'exécute pas spontanément. » D'où l'intérêt de déléguer un petit peu ce travail-là, parce que souvent, on va mettre un petit peu trop d'humain peut-être dans la récupération de ces dettes. C'est ça, et puis ça peut desservir. Ça peut desservir. C'est vrai que spontanément, vous pouvez être en très grosse difficulté, vous pouvez être un peu, un petit peu sanguin sur la réaction, ça peut arriver, et ça peut se comprendre, avec sa charge de crédit, etc. Puis si vous avez un locataire qui en plus est de mauvaise foi, n'est pas forcément agréable non plus. Voilà, donc c'est bien d'externaliser un petit peu le sujet, parce que si vous faites des courriers un peu agressifs, que vous avez un échange agressif, ça pourrait être retenu contre vous. Voilà, c'est un petit peu ça. Et voilà, donc ça, je ne pense pas que les magistrats apprécient forcément ça. Donc il faut essayer de prendre un peu de recul, souscrire auprès des bonnes garanties justement pour évacuer cette charge mentale et avoir quand même et sécuriser ses revenus, et puis faire confiance à des professionnels qui de toute façon seront incontournables pour résoudre la problématique. Légalement. J'entends, Henri. Voilà. Est-ce que vous avez des exemples, vous, intéressants, où la Française de recouvrement, justement, a pu résoudre des situations qui étaient complexes, ou est-ce que vous avez une belle histoire à nous raconter ? En la matière d'anecdotes, il faut dire qu'avec la profession, on est un petit peu servi quand même. Chaque jour apporte son lot de surprises, de belles surprises aussi. Parlez-moi de bonnes surprises. Récemment, on a eu le cas, alors c'était sur un de nos clients institutionnels, ce dernier avait été mal accompagné par sa précédente régie. Donc notre client récupère le dossier, nous le transmet, et il s'agit d'un commerce de bouche qui n'a jamais su se relever de la crise Covid et qui accumule les dettes. On parle de 80 000 € de dettes.
pour différentes raisons, au fil du dossier, on comprend très vite, quand on a le dossier entre les mains, qu'on ne pourra pas recouvrer la créance d'un point de vue judiciaire, puisque pour diverses raisons que je ne détaillerai pas, mais la clause résolutoire ne pouvait pas être enclenchée dans le dossier. Donc le client risquait de tout perdre. Voilà. Et à force de travail, à force de négociations, d'échanges avec les avocats, on est parvenu à un protocole amiable, pas plus tard qu'il y a une dizaine de jours, et pour lequel on a réussi à récupérer plus d'un tiers des sommes de la créance initiale. Donc effectivement, ce n'est pas l'intégralité du dossier, mais sur un dossier perdu, la négociation, l'échange avec le locataire a permis cet accompagnement humain dont vous parliez tout à l'heure, tous les deux, cette proximité. Voilà. En plus, on était limité par une liquidation judiciaire qui arrivait, donc voilà, ça c'est, pour nous, c'est une petite réussite. C'est sûr. Harry, tu veux nous partager une belle histoire ou une bonne expérience? Je ne sais pas si moi j'ai moins de belles Te histoires. sens moins joué? Ouais, non, moi non, mais c'est qu'après, on est amené à voir des situations qui sont parfois. Je pense que ça doit être agréable aussi de savoir qu'un propriétaire a touché son loyer, que le locataire n'est pas dans une difficulté énorme. Je pense que ça doit être aussi parfois, une satisfaction au quotidien. Exactement, parce que des fois, on peut suivre. Moi, je relance. Voilà, je peux avoir des échanges avec des personnes sur un an et demi. Donc, c'est vrai que le numéro appelle, je le reconnais, il me reconnaît. Comment allez-vous, etc. Donc, des fois, il y a des relations qui se créent, une proximité. Et puis, voilà. Et quand on arrive, qu'on est au bout du tunnel, qu'on a réussi à régler un payé et qu'on sait que la personne va sur une situation qui est stabilisée, que notre client, finalement, il est satisfait, il n'a pas forcément à changer de locataire, il n'a pas à payer des frais supplémentaires de remise en location, etc. Et qu'ils arrivent aussi à se parler via notre intermédiaire et que finalement la relation s'apaise, c'est toujours une satisfaction. Sûr. Voilà. Ok, parfait. Avant de terminer, quel est le conseil ultime que vous pourriez donner justement à nos propriétaires, à nos investisseurs, hormis la souscription de cette garantie loyer impayé? Ça, j'espère que tout le monde l'a bien compris que c'était quelque chose d'essentiel. Le fait de faire appel à vous, je pense que tout le monde a compris que c'était essentiel. Mais est-ce qu'il y a un petit conseil, un petit tips que vous pourriez donner justement à nos investisseurs, vous en tant que professionnels? Déléguer le plus possible chaque mission à des professionnels du métier. Faites confiance à vos professionnels, que ce soit l'huissier, que ce soit le juriste, que ce soit peut-être éventuellement votre gestionnaire de patrimoine ou votre gestionnaire locatif. Faites confiance à vos professionnels qui ont l'habitude de ces dossiers, qui peuvent déceler éventuellement des situations peut-être qui vont devenir dangereuses avant qu'elles le deviennent. C'est cette expérience-là, effectivement, qu'il faut pas hésiter à déléguer. Les professionnels sont là pour La meilleure ça. solution, c'est d'éviter l'impayé. Oui. Voilà, le meilleur recouvrement, c'est de ne pas avoir à le faire. Et pour ça, il faut un cadre contractuel de qualité aussi, parce que après, quand on met en marche certaines procédures, etc., c'est bien d'avoir un encadrement juridique et contractuel qui est de qualité, qui va permettre derrière aux différents interlocuteurs, aux différents prestataires, d'avoir des moyens de pression importants. Donc ça me paraît quelque chose d'essentiel. Donc soit on s'y connaît bien, ou soit on délègue effectivement à des personnes, à des administrateurs de biens qui, eux, de toute façon, si jamais ils commettaient des erreurs, ont des assurances pour ça et viendront de toute façon réparer leurs erreurs comme s'il y en avait. Merci à tous les deux, en tout cas, pour votre temps. J'espère que c'est clair pour vous de faire appel à un professionnel, justement. Ça va vous aider à sécuriser et protéger votre investissement contre les loyers impayés. Merci à toi, Sarah. Merci Harry. Merci beaucoup. À bientôt. À bientôt.